La quinzaine du gouvernement fait-elle l'unanimité au sein de l'opinion publique? L'initiative gouvernementale qui vise à améliorer la communication entre le gouvernement et la population sur les questions d'actualité, est-ce que ce format trouve-t-il l'assentiment des Congolais? Réponse dans quelques instants avec Brony, notre chroniqueur. Bonsoir et bienvenue à tous. Brony, la quinzaine du gouvernement vient d'être lancée au Congo. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette initiative et quels sont les objectifs principaux? Bon, il faut comprendre que le gouvernement, conscient du fait qu'il communique pas bien, peu, conscient qu'il y a un vrai déficit communicationnel, conscient aussi qu'il n'est pas souvent compris par la population qui rejette en bloc toutes les initiatives, bonnes ou pas. Déjà, Télé Congo, qui est la vitrine, on va dire, médiatique de la nation, n'est suivi, selon le ministre de la Communication, par 80%, n'est pas suivi. Donc, 80% des jeunes ne suivent pas Télé Congo. Et donc, conscient de cela, je crois que le gouvernement a pensé mettre en place, on va dire, une sorte d'espace ou encore de rencontre permanente avec la presse. Parce qu'on sait que ce sont les professionnels des médias et de la communication, les professionnels donc de la communication, de l'information, qui donc sont chargés de traiter, de collecter, de traiter, de relayer les informations. Et donc le gouvernement a mis en place cet espace et pour permettre non seulement aux journalistes, mais à la population d'être informés quotidiennement, sinon suffisamment, sur les actions du gouvernement et des questions qui touchent l'actualité. Et voilà, donc c'est ce canal-là, mais tout est parti de la prise de conscience. Le gouvernement veut renforcer sa communication, le gouvernement veut être beaucoup plus proche donc, de la population. Et voilà, donc l'objectif, c'est que la population doit être informée, parce que vous savez que si la population n'est pas informée, chacun va donc de sa conception des choses, chacun va de son interprétation des faits, et on est souvent nourri des rumeurs, sinon encore des fake news. Donc c'est mieux que l'information qui est fraîche, qui est vraie, qui est fondée, soit diffusée pour tenter, tant soit peu, de lutter contre les fake news, la désinformation, et même ceux qui aujourd'hui ont accaparé, on va dire, les réseaux sociaux pour que diffamer. Quels sont, selon vous, les points positifs que l'on peut déjà retenir de cette initiative? Les points positifs, il faut savoir que, bon, déjà le gouvernement n'avait pas un tel espace, il n'avait pas avant un tel cadre de communication où nous avons, donc chaque 2 semaines, sinon on va dire bimensuel, les rencontres permanentes avec la presse où les sujets, en réalité, devraient être abordés sans tabou. Voilà, ça, il faut reconnaître que le gouvernement a fait quand même un saut en avant pour mettre ce cadre. On n'a pas eu ça depuis plusieurs années, puisqu'on se souvient qu'il n'y avait que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il sortait des déplacements internationaux, quand il sortait des sommets, des rencontres au niveau international, il organisait surtout à l'aéroport, des conférences de presse, sinon un point de presse. Et cet échange permettait aux journalistes de mieux connaître l'actualité présidentielle et surtout d'informer la population. Mais depuis pratiquement 10 ans, cette initiative n'a plus lieu, donc ne se fait plus. Et le gouvernement n'avait plus, en dehors des activités, des conférences de presse, des ministres, chacun dans son camp. On n'a jamais eu donc une communication, on va dire, collective du gouvernement où vous avez un ministre qui arrive pour parler finalement au nom de plusieurs, au nom des autres, même si c'est le devoir de porte-parole et qui le fait. Donc on avait le conseil de ministres qu'avec un compte rendu, et après le compte rendu, il n'y avait aucune question. Personne ne pouvait donc assouvir, on va dire, ses désirs en termes de questions. Voilà. Donc, quand le porte-parole a fini de son point, il est parti, il n'y a plus de questions. Donc, on n'avait pas, et on constate que les ministres peuvent passer 1 an, 2 ans, 3 ans sans
conférences de presse, tout s'arrête autour des audiences, des activités, des forums. Donc les ministres congolais organisent de moins en moins de conférences de presse où les gens devraient débattre, discuter, donc on va dire sans tabou dans ces environnements. Donc voilà un point positif, c'est qu'aujourd'hui cet instrument permettra au gouvernement de faire passer son message, de se rapprocher de la population, ce que devrait en réalité être la quinzaine du gouvernement. Pensez-vous que ce format peut améliorer la communication entre le gouvernement et la population? C'est possible, tout dépend du contenu. Tout vraiment dépend du contenu. Oui, puisque les journalistes sont en contact avec le porte-parole du gouvernement, mais il n'y a pas que lui. En réalité, il devrait avoir donc en sa compagnie d'autres membres du gouvernement qui sont concernés par les thématiques du jour. Et en ce moment-là, et si vous avez donc ces rencontres, on va dire bimensuelles avec des ministres que nous n'avons pas toujours la possibilité de rencontrer, souvent qui ferment leur bureau, faute d'agenda, voilà, qui ne sont pas toujours réceptifs. Et donc cette rencontre avec la presse, donc cette quinzaine permettra finalement aux journalistes d'être en contact permanent avec ces ministres, mais aussi de comprendre, d'aller à la source, puisque nous savons que l'accès à la source d'information est souvent difficile. Mais face à ces ministres, on pourrait plus ou moins avoir donc accès aux sources d'information. Mais tout dépend du contenu qu'on l'on y met à chaque fois qu'il y a ces conférences de presse. Lors de la première édition, plusieurs questions d'actualité ont été abordées, comme l'emploi des jeunes, les accords avec le Rwanda. Comment évaluez-vous la transparence des réponses données par le gouvernement, représenté ici par le ministre Thierry Mongala? Voilà, c'est là où jusqu'ici, je crois que c'est ce qu'il faut améliorer. C'est encore un début. Je crois que le gouvernement va essayer de voir comment rectifier le tir parce que nous sommes déjà à la troisième, si je ne me trompe pas, la troisième conférence de presse, notre troisième quinzaine, depuis donc le début. Le début, vous parlez qu'il s'agissait des questions d'emploi, des questions... voilà. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas organiser des conférences de presse pour venir parler souvent des sujets, soit qui ont déjà trouvé solution, des alternatives, soit des sujets qui n'ont pas évolué depuis plusieurs décennies. Les questions d'emploi, on a constaté que le ministre n'est pas avancé ou n'a pas avancé les chiffres. Ça veut dire que depuis l'annonce de la recrutement des 100 000 jeunes jusqu'à donc la première quinzaine, le ministre de la Communication n'a pas su réunir les éléments techniques et scientifiques, les chiffres qu'il faut pour présenter à la presse ce qui est fait et ce qui n'est pas encore fait. Il est resté, puisqu'il renvoie même certains journalistes vers ces différents comptes rendus pour dire finalement qu'il n'avait pas d'autres éléments complémentaires pour aborder ce sujet. Vous avez également la question sur le Rwanda. Le chef du gouvernement, qui est son chef, avait déjà dit à la presse que pour le gouvernement, ce sujet, donc ce débat, était clos. Avec l'interview du président de la République, qui corrobore la démarche de son Premier ministre, à un moment donné, le porte-parole ne revenait plus sur ce sujet. C'est là où tout à l'heure je disais que le choix des thématiques, le choix des sujets à aborder lors de cette conférence pourrait faire que cette initiative réellement apporte les fruits attendus, sinon qu'elle meurt dans l'œuf, parce que on ne peut pas, par exemple, pour la deuxième quinzaine, venir, par exemple, parler de l'électricité et d'eau, quand on sait que depuis 20 ans, c'était la question du journaliste. Ça devait être Arsène qui pose la question sur l'eau et l'électricité, et aussi Dimi Blanchard, renchéri par Arsène Séverin. Quand on sait que depuis 20 ans, le gouvernement n'a pas réellement avancé, pourquoi le porte-parole peut-il faire d'un tel sujet un sujet de conférence de presse alors qu'il n'avait pas des éléments, on va dire, supplémentaires, de nouveaux éléments à ajouter? Il n'y en avait pas. On a constaté que même Tcheleka a réalisé ce reportage où le ministre de la Communication
pas les travaux qui s'effectueraient, mais sans pourtant nous dire où et comment. Ils sont à 1 an et demi de la fin donc du quinquennat. Il ne nous dit pas exactement quand est-ce que ces travaux qui ont été amorcés ont commencé. Il ne nous parle pas réellement des sociétés à qui on a cédé, qu'elle en a cédé, on va dire, des barrages et toutes d'autres structures, mais il ne nous parle pas aussi de fond en comble des réformes qu'il faut. Et donc, vous allez vous rendre compte que quand il prend la parole pour parler, même puisque le journaliste Michael Ngaté lui pose la question sur le retard de paiement des fonctionnaires, puisque ça avait suscité la polémique avec ce défaut de paiement et plusieurs Congolais, surtout les activistes sur les réseaux sociaux, croyaient que le gouvernement n'allait pas faire face donc, au salaire des fonctionnaires, mais ça avait quand même pris du retard. Mais la réponse, c'est que le ministre parle d'un sacrifice que ferait le ministre parce qu'ils ils sont pas payés depuis quelques mois. Il ne peut pas parler d'un sacrifice. Ça ne peut pas être un sacrifice parce qu'il s'agit d'une situation nationale, une crise économique et financière qui est causée même par ce même pouvoir qui est en place. Et donc, à un moment donné, le fait que les ministres ne soient pas payés et même les députés ne soient pas payés ne signifie pas qu'ils font du sacrifice. Il a même dit que le gouvernement aurait donc préféré mettre en avant les préoccupations des populations, alors que nous savons qu'en dehors des fonctionnaires qui sont payés chaque fin du mois, même s'il y a des retards, il y a beaucoup de problèmes qui demeurent jusqu'à aujourd'hui. Donc, on constate que sur les thématiques choisies et sur la manière d'aborder les questions, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, ne prend pas encore le temps de bien réunir, on va dire, les éléments, de travailler avec ses collègues, sinon de les convier à ces différentes quinzaines pour que ceux qui sont techniciens dans différents domaines apportent les réponses au lieu qu'ils viennent, on va dire, emballer toute la presse et même la population dans un papier d'or. On peut comprendre par là que cette quinzaine ne répond pas plutôt à toute la couche de la population, ou bien cette quinzaine ne trouve pas l'unanimité au sein de la société. Quelles sont selon vous les failles ou les limites de ce format bimensuel? Il y a déjà le fait que quand vous regardez dans le format, le ministre entre les journalistes se mettent debout. Pourquoi? Vous savez que les journalistes ne sont pas sous tutelle du ministère de la Communication. Voilà. Nous sommes dans une corporation, dans un métier totalement libéral. Il est ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, mais il n'est pas la tutelle des journalistes, sinon des médias. Il peut être la tutelle de Télé Congo parce que Télé Congo est une administration, une structure qui est directement liée à ce ministère. On constate déjà qu'il y a une sorte, entre guillemets, de culte de personnalité qu'on a initié. Bon, est-ce que parce que nous sommes bantous qu'il faut se lever parce que c'est un chef qui entre? On n'a pas, à un moment donné, besoin de le faire quand on est dans ce rapport presse-gouvernement. Il faut donc respecter ces différents pouvoirs. Le quatrième pouvoir que nous sommes et donc l'exécutif. Vous avez autre chose, c'est que les derniers thèmes n'ont pas été réellement les sujets d'actualité. Les visites du Premier ministre à l'intérieur du pays, en réalité, c'est des visites de routine. Dans ces visites, oui, ça peut susciter, ça peut devenir, ça peut susciter de l'actualité ou encore devenir un fait d'actualité, sujet d'actualité, mais il faut relever l'élément. L'élément est lequel? Est-ce que c'est le pont de ruisseau dans la Sangha qui constitue un élément d'actualité, ou c'est parce que le Premier ministre était accompagné de telle ou telle personnalité, mais il a parlé de cette visite d'une manière générale, et puis les visites de son collègue du budget. Donc quand on regarde ces sujets, c'est des sujets, c'est déjà entendu, c'est déjà vu, c'est des sujets qui sont couverts par la presse. Et finalement, quand le ministre, le porte-parole revient lui-même, fait le choix de ces sujets, on n'a plus rien à dire si ce n'est que donc revenir sur les mêmes sujets ou comme disaient certains, faire des discours de comptoir. Alors, vous avez aussi, comme les sujets ne sont pas d'actualité, ne sont pas donc des sujets attendus par la population et qui touchent la population. En ce moment-là, personne ne peut se sentir concerné.
personne ne peut se sentir concerné si vous n'abordez pas. Je vous prends un cas aujourd'hui pour parler d'un fait qui intéresse directement la population et qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est, par exemple, la reprise depuis quelques semaines des coupures intempestives. Alors que nous avons connu toute la période de saison sèche dont plus ou moins une stabilité électrique, mais là, bizarrement, on refait surface. On peut donc poser la question au ministre de la Communication de savoir pourquoi est-ce que pendant la saison sèche, nous avons connu telle réalité et là, ce n'est plus le même problème. Vous avez également le fait que l'on a constaté que le président de la République était en Chine, il est rentré, il est reparti à Oyo et on l'a vu par exemple à Pointe-Noire aller assister. De tels déplacements peuvent aussi susciter des questions au niveau des populations. Parce qu'on se dit, mais les populations s'interrogent. Mais il est rentré de la Chine, pourquoi est-ce qu'il est en vacances? Mais finalement, c'est un peu plus tard qu'on apprend à Télé Congo que le président est en vacances à Oyo. Même si de temps en temps, il est court, il met une pause. On l'a vu à Pointe-Noire, par exemple. Même quand il est allé en Chine, il a mis une entre parenthèses ces moments de vacances. Mais vous avez également aujourd'hui cette opération coup de poing lancée par la population. Malheureusement, vous avez encore des cas des bébés noirs. On devrait donc en parler de fond en comble. Ce sont des sujets qui touchent directement la population. Vous avez aujourd'hui les enseignants communautaires et volontaires qui réclament leur bourse et qui menacent d'aller à la grève. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont lancé ces menaces de grève. Et même le ministre de l'Enseignement sait que s'il y a encore l'épine sous ses pieds aujourd'hui, c'est le problème des enseignants communautaires et volontaires. Ils sont payés trimestriellement à peu près 2 milliards de francs CFA et donc ça pèse sur le gouvernement actuellement. C'est des sujets que le porte-parole aurait pu aborder lors de sa dernière conférence de presse. Donc vous avez plus ou moins ces questions. Regardez un peu autre chose. Quand notre consoeur de Télé Congo, Ali Letokabeka, France Letokabeka, pose la question sur la souveraineté médiatique, puisque malheureusement, pour suivre Télé Congo, il faut passer par un bouquet canal et il faut payer. Donc, on paye d'abord la rave, et puis il faut encore que les citoyens payent à un privé pour suivre la chaîne. Donc, ça veut dire que le jour où ce privé, comme il joue souvent au caprice, décide de bloquer Télé Congo, ça veut dire que dans tout le Congo, nous n'aurons pas notre propre chaîne de télévision, donc la chaîne nationale. C'est un vrai problème. Mais écoutez, cette réponse un peu qui exprime de mépris quand vous suivez le ministre de porte-parole, on a eu l'impression qu'il n'a pas réellement, qu'il était soit surpris de cette question. Ou bien il n'a pas compris le sens de la phrase. Parce que quand il parle de la nouvelle technologie, d'un monde globalisé, d'un monde numérique, qu'on ne peut pas s'en passer, mais il aurait pu commencer par dire que nous avons un projet qui date de 2015 sur la transition du Congo vers la TNT. C'est d'abord et avant tout la technique et la technicité qu'il faut. Mais on a constaté qu'il parle de la TNT un peu plus loin, alors que c'était la principale réponse, et aborder d'autres technicités aujourd'hui qui permettent au Congo d'avoir sa chaîne nationale sans payer. Il parle même, sans preuve. Est-ce que vous pouvez nous citer les pays africains où les chaînes nationales sont diffusées gratuitement? Mais il y a plusieurs chaînes. Le champion, c'est l'Afrique du Sud. Vous avez le Ghana qui ont utilisé la TNT, qui ont utilisé d'autres technologies. Et donc, les citoyens qui sont au niveau local, donc dans ces pays, ne payent pas les chaînes locales, leurs chaînes locales. Donc, vous constatez que ça prend l'ampleur des sujets non maîtrisés, ça prend l'ampleur, ça devient comme une sorte on va dire, d'un moment où certainement le ministre de la Communication vient pour certainement, puisque c'est le moment peut-être aussi de faire du mannequinat politique, de faire son marketing politique. Donc jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore convaincu.
Regardez encore une autre question pour terminer, c'est la question posée par l'un des confrères sur la polémique qu'il y a eu entre donc notre consoeur Fransaline et le ministre. Dites-moi, en quoi est-ce que cette question préoccupe-t-elle les Congolais? En quoi est-ce que ça concerne les Congolais pour que, à un niveau aussi important, dans un cercle aussi sérieux, que l'on aborde de tels sujets? C'est vrai, le gouvernement doit répondre à certaines rumeurs, le gouvernement doit répondre à certaines critiques sur les réseaux sociaux, c'est parfois des critiques infondées, mais un tel sujet, que le porte-parole du gouvernement se fonde là-dessus, pour donner les réponses. Quand on entend encore se dit, mais finalement, les sujets qui sont choisis ne sont pas encore les sujets et qui touchent réellement les Congolais. Certains journalistes ont exprimé des réserves estimant que certaines réponses restent floues ou incomplètes, notamment sur les sujets sensibles comme la cherté de la vie. Que pensez-vous de ces critiques? Oui, mais c'est ça le vrai problème. Regardez, le format en réalité de ces quinzaines, moi je n'aurais pas, à mon avis, je ne vois pas pourquoi on l'intitule quinzaine. Le gouvernement doit communiquer en permanence, le gouvernement doit être en offensive, en attaque, doit être proactif dans sa communication en permanence. Ce fameux cadre qui a été aménagé au sein du ministère de la Communication devait être une salle réservée à la presse. Ça veut dire que ça devrait être une sorte de café pour la presse, où tous les jours ou presque, les journalistes y défilent pour s'informer. Le Premier ministre, le gouvernement ou le porte-parole ne peut ne pas être là tous les jours pour organiser les conférences de presse, mais au moins on sait que on peut y trouver des communiqués de presse. On peut rencontrer les ministres qui viennent pour communiquer. Donc, c'est une salle où vous avez du café, vous avez un peu du thé, vous avez un peu de l'eau, où les journalistes, à chaque moment, défilent pour s'informer. Donc, ils sont soit en contact avec différents conseillers des ministres qui défilent là-bas, ou avec les conseillers du ministre de la Communication. Et quand il y a des sujets d'urgence, il faut répondre aussitôt. Télé Congo, aujourd'hui, par rapport à son programme, ne peut pas répondre en temps réel sur une rumeur, par exemple. Je vous prends un cas. S'il y a une rumeur dévastatrice qui est émise dans un coin de la République ou un coin du monde contre le Congo, Télé Congo, par rapport à son fonctionnement, ne peut pas avoir un journal d'actualité, un journal d'urgence, pour répondre aussitôt comme on voit les autres médias qui ont des journaux 15 minutes après. Donc, Télé Congo doit attendre 17h, 18h, 20h surtout pour répondre. Mais pendant ce temps, la rumeur a déjà donc fait le tour du monde. Et nous n'avons pas aussi, malheureusement, dans le pays, des médias en dehors de ceux qui sont en ligne, des médias traditionnels qui sont capables en temps réel de répondre aux rumeurs. Vous avez DirecTV qui doit attendre aussi donc dans la soirée pour avoir ses journaux. Vous avez aussi Vox TV qui doit attendre 19h pour qu'il ait son journal. Et donc, à un moment donné, ce serait donc difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut mettre en place un mécanisme qui puisse permettre au gouvernement de réagir aussitôt, de réagir, d'être proactif, de réagir à la seconde près. Et comme ça, il faut donc mettre en place, aménager cette salle. Donc, ne devrait pas être une quinzaine, mais plutôt une salle réservée à la presse où on trouvera des communiqués de presse, des journaux et tout ce qu'il faut. Et donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, le problème de la quinzaine, c'est que les journalistes ne trouvent plus leur compte ou ne trouvent pas leur compte jusqu'ici. Pourquoi? Parce que les sujets qui sont abordés sont soit des sujets qui datent de longtemps, des problèmes structurels qui n'ont pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Sujet déjà connu. Je ne vois pas venir, moi, poser la question qui a été posée il y a 20 ans sur l'eau, sur l'électricité, qui n'a pas toujours trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui. Je ne vois pas un journaliste qui va repartir vers le ministre pour lui poser des questions, par exemple, sur le système éducatif, quand on sait que rien n'est résolu. On ne peut pas aller organiser une conférence de presse, par exemple, sur le système sanitaire, si, par exemple, on ne dit pas que les travaux des 12 hôpitaux départementaux sont relancés. Donc, à un moment donné, vous aurez l'impression d'être dans la routine. Vous aurez l'impression de tourner en rond. Et parfois, ça tourne un peu à une sorte d'attaque
contre certains journalistes qui posent parfois des questions, on va dire, des questions inattendues. Puisque le ministre, lui, a son canevas, il a cette thématique, et parfois les journalistes sortent un peu de son canevas, et parfois ça l'énerve un peu, on l'a déjà vu plus ou moins tendu vis-à-vis des journalistes. Et il a même recadré l'un de nos confrères qui s'exprimerait mal en français. On l'a vu même comment il rappelait à Alphonse Ndongo ce qu'il devrait faire, repartir vers le conseil des ministres qui datait, c'est pas de 2-3 mois. Mais ce n'est pas parce que le journaliste insiste sur une question qu'il n'a pas pris le temps de mener les enquêtes. Parfois, il a mené les enquêtes, mais il continue de douter. Alphonse Ndongo a lu le conseil de ministre, mais il est resté insatisfait. Et il est resté insatisfait avec un goût inachevé. Donc, ce n'est que normal que lors d'une conférence de presse où il est face à la personne ressource, ce n'est que normal qu'il revienne. Donc, ça ne fait pas d'Alphonse Ndongo un journaliste qui ne s'informe pas. Donc, c'est l'impression que le ministre de la Communication nous a donnée. Et tout le problème, c'est que ça commence plus ou moins à décourager certains confrères et qui, au départ, étaient très motivés et qui ne veulent plus partir. Le problème aujourd'hui, c'est que soit ça devient on va dire, un cadre permanent où les journalistes défilent pour aller chercher les communiqués de presse, les lois qui sont votées, les lois qui sont promulguées par le président de la République, les décrets qui fuitent un peu partout au lieu que ça soit, que ça fuite. Ce cadre-là peut être le premier à diffuser ces dossiers pour que ça ne prête pas donc aux polémiques que nous subissons tous les jours. Et sinon, si on ne touche pas les vrais sujets, si on ne reste pas dans l'actualité, si le gouvernement ne reste pas proactif dans ce domaine, dans ces fameuses quinzaines, ce serait difficile que les journalistes continuent d'y aller. Après, bon, on constate que le ministre s'appuie aussi sur ce que eux ils appellent les influenceurs ou les atalakou. Voilà. Est-ce qu'ils sont des journalistes? Voilà. Non, ils sont pas journalistes, mais aujourd'hui, vous avez des journalistes citoyens, vous avez des influenceurs, comme on le dit, aussi comme chez nous, c'est ces gens qui chantent les louanges de leur chef ou de certaines autorités. Vous les avez et nous constatons qu'ils les associent à ces conférences de presse et à la fin, souvent, les comptes rendus qui est fait par ces hommes et ces femmes, et c'est de louer cette initiative, de louer la personnalité du ministre sans pourtant donner l'information. Quelles améliorations doivent être apportées à la quinzaine du gouvernement pour qu'elle soit plus efficace et bénéfique pour les Congolais? Il faudrait qu'à partir de la prochaine quinzaine, le porte-parole associe les collègues qui sont concernés. Voilà. Concernés, les ministres. Il parle de ses collègues concernés par les sujets. Il les associe, 2 ou 3. Il peut dire que, bon, pour cette quinzaine, il va parler de la sécurité. Donc, il invite son collègue de la sécurité. Il va parler, par exemple, de l'enseignement, puisqu'il y a une menace de grève. Il nous reste quelques jours pour la reprise des cours. Il peut donc organiser cette conférence de presse avec ses collègues de l'enseignement. C'est ce qui, à mon avis, qu'il devrait faire pour que les questions soient plus ou moins, les réponses soient plus ou moins approfondies. Autre chose, il faut qu'il prennent le temps de voir réellement l'actualité. Voilà. Et l'actualité, ce ne sont pas des faits qui n'ont pas évolué depuis quelque temps. L'actualité, c'est l'actualité et les critères d'une actualité, ils sont connus par les professionnels. Et je sais qu'il sait ce que c'est que l'actualité. Donc, il faut que ces questions soient abordées. Il faut aussi qu'il aborde, s'il veut parler des sujets qui datent de longtemps, mais il faut qu'il apporte des éléments. Voilà. Sinon, à un moment donné, on va donc se retrouver avec les mêmes choses et finalement, le ministre ne va pas s'entendre avec la presse et donc ça va peut-être devenir l'espace des atalakou et le gouvernement. Quel rôle les médias et la société civile devraient-ils jouer pour renforcer cette initiative dans l'avenir? Mais les médias jouent déjà leur rôle. Le fait que tous les journalistes ou presque soient accrédités, il faut reconnaître que le gouvernement a accrédité les journalistes. Mais ce qu'il faut déplorer, puisqu'on n'a pas assez de liberté d'expression dans cette quinzaine, pourquoi j'en parle? Puisque c'est une agence de communication qui a été choisie pour capter cette conférence de presse. Donc c'est l'agence qui enregistre toute la conférence de presse et distribue les images après les avoir sélectionnés. Et donc, les journalistes reçoivent les images qui ont été sélectionnées par cette agence de presse
qui est donc choisi par le ministre de la Communication. Or, une conférence de presse, chaque journaliste doit avoir son angle d'attaque. Mais pour avoir les angles d'attaque, il faut que vous soyez vous-même là, que vous enregistrez si vous faites la radio, que vous enregistrez si vous faites la télé, mais que vous ayez vous-même vos propres caméras. Mais malheureusement, les médias, par exemple, les télévisions, n'ont qu'un seul journaliste accrédité, donc c'est le journaliste, ils n'ont pas d'OPV. Voilà. D'autres caméras ne sont non plus autorisées à enregistrer si ce n'est que cette agence. Donc ça va empêcher aux journalistes de travailler librement, de traiter les informations sous différents angles. Et là, ça devient une sorte de dictat. Et les journalistes font déjà leur travail. Le fait qu'ils soient présents, le fait qu'ils en parlent dans leurs médias, le fait qu'ils posent des questions, c'est déjà le rôle qu'ils puissent jouer. Mais tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que ce quatrième pouvoir doit être capable de demander donc à l'exécutif de bien faire le travail et pour que finalement les populations bénéficient de la bonne qualité d'information, bénéficient des bons produits, parce que nous savons que la population, il y a un véritable déficit d'information, les fake news pilulent tous les jours dans la société, tous les jours ou presque, il y a du mensonge sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers, il y a des gens qui inventent pour diverses raisons des choses pour apeurer, pour manipuler, pour régler les comptes. Et donc, les journalistes doivent être aux aguets, ils doivent être au front pour répondre. Mais pour y être, il faut donc les moyens. Les premiers moyens, c'est qu'il faut que la quinzaine permette à tous les journalistes qui arrivent d'avoir les caméras, d'avoir les enregistreurs, pour que à la sortie, l'on soit donc rapidement, il faut donc courir pour aller à la station, aller donc dans ta chaîne pour diffuser l'information. Mais là, on prend du temps souvent à aller récupérer les images à l'agence et venir diffuser. Brunet, pour clore, une dernière question. Est-ce que cette manière de faire peut empiéter sur le traitement de l'information? Mais forcément, ça ne va pas, déjà, ça ne va pas rendre service au gouvernement. Cette peur, cette inquiétude de laisser les journalistes traiter l'information librement peut faire entorse même à cette même communication que le gouvernement veut aujourd'hui, veut en faire on va dire tout un instrument, sinon une arme de lutte contre la désinformation, ou encore pour réellement informer la population. Parce que le fait que chaque journaliste ait son angle d'attaque ne dit pas que les journalistes prendraient des éléments à charge contre le gouvernement ou se contenteraient des failles. Non, ça veut dire que ça permet donc aux journalistes de diffuser l'information, de la traiter dans sa diversité. Voilà. Je prends le cas, par exemple, du sujet qui était abordé sur les visites du Premier ministre à l'intérieur du pays. Si les journalistes pouvaient avoir accès eux-mêmes donc à ces images donc filmées, donc chaque journaliste l'un aurait dit, bon, moi je me contente par exemple, je mets l'accent sur le pont de la Sangha parce que je crois que c'est important, l'autre dira, moi je regarde les chantiers qui sont de la cuvette ouest, l'autre là-bas dira finalement, moi je vais me contenter par exemple de la visite du Premier ministre dans le Quilou. Mais si nous n'avons pas totalement ces images, si ces images ont été sélectionnées d'abord au préalable, nous n'aurons pas la possibilité de traiter l'information dans sa diversité. Autre chose, et c'est le fait que ces images nous parviennent toujours avec beaucoup de retard. Donc, les médias qui ont un journal à 16h, 17h, 18h, ou les médias en ligne qui devraient rattraper, par exemple, une information, attendront 1 heure, 2 heures pour le faire. Donc, tout le problème aujourd'hui, c'est que cela peut gravement impacter négativement sur cette très bonne initiative. Et si, dès le début, dès maintenant, le gouvernement ne regarde pas de fond en comble, ne réajuste pas ce qu'il faut. Merci Brunet pour ces éclaircissements. Merci Gabriel. Les chroniques de BFM vous disent au revoir, portez-vous bien et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.